Parmi les commentaires qu'on a reçus sur les vidéos précédentes, il y a une personne qui nous a demandé de discuter du sujet de la tristesse, qui nous parlait du cœur lourd avec lequel elle a regardé notre travail et que ça l'avait aidé. Et donc la question que j'ai envie de te poser, c'est à quoi bon être triste ? Grave question. Il y a en nous, du côté de l'aspiration à vivre, quelque chose qui veut toujours être curieux, aller de l'avant, découvrir, explorer et éventuellement conquérir, garder, tenir, contrôler. Et là, ça devient le versant pathologique de ce désir. Être triste, ça veut dire être capable de perdre et d'assumer cette perte, d'assumer que d'une certaine manière le temps ne s'arrête pas, qu'il y a des cycles, que ce qui monte va redescendre, qu'il y a le printemps qui est toujours merveilleux, mais que l'automne c'est beau aussi. Ce sont des nuances dans les polarités qui sont comme des invitations pour moi à plus de complexité. Quand on reste trop focalisé sur cet élan de désirer jusqu'à vouloir, on se fige un peu dans une matrice qui est certes séduisante, mais qui est comme ce mouvement d'énergie qu'on a déjà évoqué, une sorte de fascination pour une jouissance qui n'aurait pas de fin. Être triste, c'est accepter que les fêtes ont un lendemain, que les alliances ont une durée terrestre limitée, mais c'est aussi être invité à reconsidérer les limites de cette durée par rapport à nos critères de vivant. Alors je tiens à préciser pour nos téléspectateurs que s'ils entendent un peu de bruit, c'est parce que Tao trouve notre discussion très nourrissante et qu'il est en train de manger à côté de nous. Ce que je me dis aussi en t'écoutant, c'est que la tristesse, elle participe du projet d'être humain, justement. Lorsque on accepte nos limites. Et je crois que tu as déjà parlé aussi du creux en nous, la façon dont la tristesse nous invite à accueillir ce creux en nous. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Moi, en t'écoutant, ça me fait penser à la maternité. Je rappelle quand même aux spectateurs qui ne savent pas que Tao est un chat. Ça n'est pas un être humain qui est en train de manger bruyamment à côté de nous, avec une certaine grossièreté. Non, c'est un chat avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, ça me fait penser à la maternité parce que c'est peut-être l'emblème le plus évident de l'accueil, de la réceptivité, du soin qu'on apporte à ceux qu'on accueille aussi, de l'investissement qu'on peut avoir de tout son corps, de toute son âme à l'égard de son enfant. Et puis un jour, l'enfant quitte la maison. Enfin, d'abord, il quitte le ventre, évidemment, il quitte le corps, il quitte la maison. Parfois, il quitte la vie, et ça, c'est le plus terrible. Et néanmoins, l'amour peut continuer. C'est-à-dire que ce qu'on perd, c'est la jouissance ogresque de pouvoir manger de l'autre à satiété, que ce soit par le fait d'en rassasier ses yeux, ses oreilles, etc. Pouvoir goûter la présence de l'autre. Parfois, cette présence n'est pas accessible parce qu'il est loin, parce qu'il est parti, parfois parce qu'on est fâché, parfois parce qu'il y a de la distance. Ça ne veut pas dire que dans cette distance, il y a du vide. C'est toute la question qui, plus globalement, rejoint des choses qui se jouent beaucoup dans certaines cultures, plus précisément comme en Islande, dans la relation entre les morts et les vivants. C'est est-ce que ça peut continuer ? Est-ce que la tristesse est juste une étape, finalement, dans la relation, mais qui est une invitation à mobiliser d'autres forces pour explorer la pérennité du lien. C'est une vraie question, bien sûr, et pour certains, c'est une vraie expérience déjà réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de néant à cet endroit-là. Il y a une relation qui change de forme. De même que la vitalité de l'arbre continue quand les feuilles sont tombées, mais elle est tournée vers l'intérieur. Donc la tristesse, elle fait partie intégrante du projet humain, elle témoigne de ce qui a été et de ce qui peut être transformé si on l'accueille, si on
on répond à cette invitation. Est-ce qu'il y a autre chose qui te semble important à partager à propos de la tristesse, ou est-ce qu'on laisse les téléspectateurs sur cette note-là? Ça me fait penser, ce passage vers plus de complexité, à tout ce qui est raffinement d'une structure brute, y compris par exemple dans l'alchimie bien sûr, mais dans la vinification, dans cette idée qu'on perd un aspect quantitatif de quelque chose, mais en échange on gagne la possibilité d'accéder à l'essence de cette chose, à l'esprit de l'alcool ou du vin, ou cette notion de quintessence. La quintessence n'est pas là d'emblée, elle est là comme une potentialité qui peut s'exprimer, y compris dans l'amour qu'une mère a pour son enfant, bien sûr. Elle peut l'aimer, mais elle peut aussi ne pas l'aimer. Elle peut s'en satisfaire et le consommer ou être indifférente. L'amour est une sorte de pépite qu'il faut aller chercher dans la mine de son cœur pour pouvoir vérifier qu'on n'aime pas son enfant juste parce qu'il est notre objet, parce qu'il est un autre, véritablement autre, tout en étant aussi notre enfant. Et c'est à la fois paradoxal et une très belle invitation. Donc perdre, ça n'est pas devenir indifférent ou surtout ne pas s'attacher pour ne pas souffrir, ça c'est le propre de la perversion, de ne jamais vouloir souffrir, de ne jamais vouloir perdre, de ne jamais avoir de manque. Il s'agit de pouvoir être triste comme une sorte de don qu'on fait de soi et de sa sensibilité pour affiner notre façon d'être au monde et de pouvoir aimer l'autre. Alors, je crois qu'on ne peut pas faire une plus belle formule que la tristesse comme la nuit du cœur. Vraiment, c'est superbe. Alors, je vous laisse avec ça. Dites-nous si ça vous touche aussi. J'ai pas trop d'autres mots. Je vous dis simplement à bientôt pour de nouvelles pépites.